fidèles téléspectateurs de African TV, et vous tous qui nous suivez sur nos différentes plateformes, nous vous disons bonjour. Et merci de toujours rester fidèles à notre compagnie. Nous vous savons que vous êtes toujours avec nous et c'est de notre devoir de toujours vous remercier. On est donc sur le plateau de African TV pour parler de l'actualité sur le continent, comme vous le savez. Mais ici, le cas du Mali est dominé depuis plus d'un mois par la crise du carburant. On essaie d'en parler et on continuera d'en parler tant que cette situation n'a pas encore trouvé d'issue favorable. On sait que tout le monde s'y met, les plus hautes autorités, les transporteurs, les convoyeurs, tout le monde fait en sorte que ça puisse bouger normalement. Et on espère bien que ça va bouger. Alors, d'ici là, nous recevons pour vous 3 grosses figures. Voilà, vous connaissez déjà 2, mais la troisième, c'est une sœur, une responsable, une intellectuelle, une citoyenne qui a bien voulu accepter d'être présente sur notre plateau pour débattre avec nous de ce sujet d'actualité. Avant de la présenter, nous allons donc déjà vous présenter Baba Boubacar Keïta que vous connaissez. Baba, merci d'être venu. Merci, monsieur. Bonjour. Permettez-moi de saluer tous les téléspectateurs et téléspectatrices, ainsi que tous les Maliens, qui qu'ils soient, où qu'ils soient et quoi qu'ils fassent. Donc, c'est un plaisir, c'est un honneur d'être sur ce plateau pour débattre des questions d'intérêt national. Merci, Baba. Tu as toujours répondu. C'est avec plaisir que nous te recevons et la porte est grandement ouverte pour toi. Alors, on a encore avec nous notre artiste, l'homme des arts, celui-là qui sait. Et d'ailleurs, sa présentation, vous savez, sa tenue déjà dit beaucoup de choses. Il n'est pas comme ça par hasard. Alors, maître de la couture, comment ça va, monsieur Samba Touré? Oui, ça va bien. Bonjour, monsieur Monoko. Bonjour, African TV. Bonjour, tous les téléspectateurs. Merci. Ça va, je suis là. Je vais bien. Voilà. Monsieur Baba, merci, bonjour. Bonjour à madame Djeneba. Oui, vous l'avez bien dit, ma sœur est notre panéliste du jour, Djeneba Diarra. Elle est donc enseignante à l'université, mais précisément à l'ENI. Elle a laissé donc ses craies, ses cahiers, ses équerres, tout ce qu'elle a avec elle pour dire aujourd'hui, elle répond à notre appel. Merci, madame, d'être venue, ma sœur. Merci à vous, cher estimé frère Monaco. Oui. C'est un réel plaisir d'être autour de cette table aujourd'hui. Merci, ma sœur. Mes chaleureuses salutations à mes co-panélistes, aux téléspectateurs, ainsi qu'à toute l'équipe de African TV. Merci. Et déjà, grand bonjour à tous les techniciens derrière la vitre là-bas qui se battent pour nous donner des bonnes images pour que, effectivement, tout se passe dans de bonnes conditions. Merci à vous de toujours rester debout. Alors, on va continuer avec cette histoire de carburant qui mine toujours l'actualité, la nôtre, mais l'actualité du pays. Mais quand je dis la nôtre, c'est parce que nous sommes des communicants, des journalistes. On a donc toujours cherché l'actualité nouvelle, mais tristement, celle de la crise du carburant nous maintient. Et on n'a pas autre choix que d'en débattre. Le ministre disait hier, dans sa sortie face au niveau de la douane, aux responsables de la douane, qu'il fallait tout faire pour éviter que les gens, les populations se mettent toujours dans les rangs et se fatiguent dans les stations. En effet, c'est une réalité. Baba, vous l'avez toujours vécu, on en a toujours parlé. Le ministre dit que les citernes arrivent, mais les files d'attente ne font pas. Alors, qu'est-ce qui pourrait bien se passer? Ce n'est pas étonnant quand même, Baba. Je crois que c'est étonnant. Si réellement les citernes viennent, donc ça veut dire que l'essence devrait couler à flot. Mais tel n'est pas le cas. Et je crois que les files continuent, les longues files continuent dans toutes les stations. Et c'est quelques stations seulement aussi qui sont ouvertes sur l'ensemble. Même la moitié souvent n'est pas ouverte au cas de la commune 4 quand même, parce que je suis de cette commune-là et j'ai un peu tourné pendant ces 2 jours-là pour constater par mon intuition d'anthropologue qui m'a poussé à faire cela. Donc il y a peu de stations qui sont ouvertes
Et quelques stations aussi qui sont ouvertes, il y a des grandes files devant ces stations et ça continue. Et le ministre a même dit que d'habitude, et la quantité qui rentrait avant la crise et celle qui rentre maintenant est plus élevée que celle qui rentrait avant la crise. Mais on sent quand même que le manque est là. Et bon, si le manque est là, ça veut dire que jusqu'à présent, les gens ne sont pas parvenus à avoir ce qu'ils devraient avoir. Et c'est ce qu'on a dit l'autre jour. Il faut que nos autorités fassent tous les moyens pour que cette crise-là puisse être jugulée. Parce que c'est une crise quand même qui peut impacter les autres domaines de la vie humaine. Parce que tout est lié au carburant. Donc c'est quelque chose qu'il ne faut pas du tout négliger. Donc le constat qu'il a fait, donc c'est à eux, parce que c'est eux qui disposent des ressources de l'État. Et c'est eux qui disposent aussi des moyens de l'État. C'est à eux de faire de telle sorte que, mais si les citernes viennent, c'est à eux de faire de telle sorte que alors la population soit servie. Maintenant, ils doivent faire des études ou bien des enquêtes pour constater qu'est-ce qui bloque la situation. Il ne s'agit pas seulement d'aller à la télé pour faire des communications, mais il faut aller sur le terrain pour voir réellement qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui est en train de faire de telle sorte que les Maliens n'ont pas accès au carburant, quoi que ce carburant est en train d'entrer, comme il le dit. Donc, il fallait ça. Donc, ils ont des services pour ça, je crois. Ils ont des agents pour ça, que les agents aillent sur le terrain et voir ce qui se passe. Sinon, vraiment, la situation, on l'avait dit l'autre jour que ça s'était amélioré, mais c'est en train de se dégrader, comme on l'a dit aussi, et c'est en train de rouler en dents de scie, et ça, c'est très dangereux. Et nous sommes à plus d'un mois de cette crise déjà, donc ça ne doit pas être une fatalité. Donc, nos autorités doivent mettre tous les moyens pour quand même résorber ce qui nous est arrivé. Et c'est urgent et c'est pertinent. Bien, merci. Avant de passer la parole à notre frère Samba, on va demander à la technique parce qu'il y a une vibration, il y a interconnexion. Peut-être qu'il faut éloigner les téléphones du studio parce qu'il y a un bruit sonore dedans et on souhaiterait que ça s'arrange le plus tôt possible. Si ce sont les téléphones qui sont branchés à côté, il faut les éloigner parce qu'il y a interférence. Ça, on fait confiance à la technique, elle peut résoudre ça déjà. Merci. Alors, Samba. Ah ouais, bon, ce que le ministre a dit, euh, voilà, ça peut vraiment répondre à ce que nous avons proposé l'autre jour, que le gouvernement fasse beaucoup d'efforts pour les sorties de crise. Donc, ce qu'il a dit, comme c'est juste il y a quelques jours de cela, il a dit. Donc, je pense que les résultats restent à observer dans les jours à venir. Mais pour ce que nous vivons depuis la dernière fois jusqu'à maintenant, je pense que nous sommes toujours dans cette situation-là, bien que, bon, souvent, il y a des jours qu'on constate que ça évolue bien parce qu'avec la libre circulation, maintenant, il y a des embouteillages et tout. Nous pouvons bien constater, mais le problème de pénurie persiste. Il y a la pénurie toujours, les longs rangs, tout le temps. Ensuite, la non-disponibilité, souvent les quantités aussi. Donc, s'il faut qu'à chaque fois, s'il faut partir au boulot, bien, partir à une autre commission, autre chose comme ça, faire la queue, attendre ou bien attendre le carburant pendant tout le long de la soirée pour essayer maintenant d'aller à ses occupations la journée. Donc, pensons que la situation persiste toujours. Donc, ce qu'il a dit, nous pouvons le voir comme ça, comme je l'ai très bien dit. Peut-être ce que nous avons proposé l'autre jour, qu'il fasse des efforts pour les sorties de crise, je pense que ils sont en train d'aller vers ça. Parce qu'avant, l'autre jour, il n'avait pas dit ça. La situation était restée comme ça, on était en train de le vivre. Mais s'il y a maintenant le ministre du Commerce même en question, donc qui s'occupe de l'affaire comme ça et qui nous fait des promesses pour les jours à venir, je pense que nous allons essayer de rester à observer pour les jours à venir. Voilà. Merci. On va donc observer pour les jours à venir. Et je suis sûr et certain que on a ici Madame Djeneba Nyara qui est venue, mais on pourrait peut-être s'interroger comment elle est peut-être venue, avec quelle acrobatie, comment elle a pu pousser le véhicule, comment la voiture est venue. Dans tous les cas, ce qui est sûr, elle est avec nous. Alors, la crise est là, ma soeur, comment vous l'avez sentie, comment vous la ressentez? Je dirais, à mon niveau, je ressens la crise au même pied d'égalité que les autres Maliens. On peut dire que cette crise-là, elle est vraiment pesante d'une certaine façon et ça a beaucoup d'influence aussi sur les tâches des uns et des autres. Ça a trop de répercussions, je dirais, d'une certaine manière. Bon, moi, j'ai
à mon niveau, ma proposition serait la suivante pour une sortie de crise, puisque je pense qu'on a assez sensibilisé avec la situation actuelle. Il y a eu assez de sensibilisation. À travers le message du ministre, on peut comprendre que malgré une quantité suffisante en approvisionnement en termes de carburant, la situation perdure toujours. Donc, pour une sortie des crises, moi, je pense que les autorités doivent imposer, sinon implanter des garde-fous. Voilà, on est à ce niveau, une supervision qui, de façon sévère, en fait. Parce que si un contrôle est fait sur la quantité qui est attribuée à chaque station, on doit faire en sorte de contrôler si cette même quantité a été écoulée au niveau de nos concitoyens. Voilà, donc moi je proposerais cette solution, une implication encore plus sévère d'une certaine façon de nos autorités pour une sortie des crises certaine. Bien. Avant que, oui, effectivement, elle a dit une très bonne chose, hein, parce que déjà, elle a anticipé sur les propositions et du coup, on sent que la crise est là. Mais on pourrait aussi s'interroger pourquoi, Madame Dieneba Diarra, on pourrait aussi s'interroger, mais à qui ça profite? Ça profite à qui? Parce que c'est la vraie question. Cette crise profite à qui, Oui. selon vous? Parce que le ministre l'a dit, beaucoup de citernes entrent, même mieux qu'avant la crise, mais c'est la rareté, l'absence de ce même produit dans les stations d'essence et les citoyens en souffrent. À qui ça profite? C'est une question. Oui. Oui. Moi, je dirais qu'à cette allure, Oui. on peut remarquer que beaucoup tirent profit de cette pénurie. Oui. En réalité. Voilà, beaucoup tirent profit. C'est pourquoi j'ai eu à mentionner le fait qu'on n'est plus au niveau de la sensibilisation parce que les actions, d'autres en ont fait un business d'une certaine façon. Oui. Même si tu n'as pas été confronté, on voit les témoignages des uns et des autres sur les réseaux sociaux. Voilà, donc on comprend que beaucoup sont en train de tirer profit de cette pénurie. Et de cette manière-là, la sensibilisation ne serait pas appropriée pour pouvoir gérer la situation. C'est pourquoi je me suis plus apaisantie sur le côté de nos autorités afin qu'elles puissent implanter des jalons, des jalons qui vont servir de superviseurs d'une certaine façon. Parce que déjà, si on connaît le niveau d'approvisionnement en carburant, nous savons aussi d'une certaine manière les stations qui sont approvisionnées. Et on sait telle station est approvisionnée à quel niveau. Voilà, donc ça c'est un exemple. Donc si on connaît ce niveau déjà de la quantité, moi je pense que la gestion peut aussi suivre automatiquement. Parce que un problème, comme on le dit, qui est reconnu d'une certaine façon est résolu à 50%. Vu que nous connaissons déjà le problème, nous savons où se situe le problème. À mon avis, on doit juste creuser l'abcès d'une certaine manière pour pouvoir sortir de cette crise. Sinon, tant que d'autres sont en train de remplir leurs poches, de profiter de cette situation, elle risque de perdurer d'une certaine manière. Voilà. Oui, elle risque de perdurer d'une certaine manière. Et puis c'est triste de faire ce constat. Nous en avons parlé. Et ça dure, ça perdure. Elle parle donc des mesures dissuasives. Il faut dissuader. Donc, elle dit il faut être vraiment sévère là-dessus. Et donc, en d'autres termes, traquer ou punir ou sanctionner ceux qui se saisissent de ces réalités pour en faire du business. Vous partagez cet avis? Moi, je crois que dans cette affaire-là, il faut faire une analyse très profonde. Parce qu'il y a les communications, il y a la réalité. Oui. On voit des choses qui sont dites,
Mais quand on dit qu'il y a plus de carburant qu'il n'en faut, bien qui vient en ce moment et qui ne venait pas avant même la crise. Donc cela devrait faire de telle sorte que toutes les stations soient ouvertes ou bien. Oui. Mais quand vous promenez dans la ville, les stations qui sont ouvertes ne sont pas nombreuses. Bon, si ça venait maintenant, pourquoi les stations ne sont pas ouvertes? Oui, mais justement, Voilà. Maintenant, on se pose cette question. Pourquoi? mais je donne l'élément précis. Là-dessus, le ministre a été clair. Il a dit à la douane, faites tout. Non, le ministre l'a dit. Oui. Mais moi, je parle de la réalité sur le terrain. Oui, justement, Mais est-ce que ce n'est pas peut-être à ce niveau, parce que ça vient, le ministre il reconnaît Qui que ça dit? c'est venu. Oui, oui. Et ça a toujours transité par la douane, n'est-ce pas? Oui, oui. Et c'est de là-bas, ça devrait être dispatché. Si c'est dispatché, Pourquoi c'est pas dispatché? Voilà le vrai débat, Baba. voilà, c'est ça. Voilà, le vrai débat. voilà, Voilà, c'est ça le vrai débat. voilà. Donc, à qui ça profite? Voilà, C'est ça le vrai voilà, débat. c'est ça. C'est ça le vrai Maintenant, si débat. vous voyez que les stations là ne sont pas ouvertes, là, c'est parce qu'ils n'en ont pas peut-être. Ben hein. voilà, Maintenant, mais c'est rentré. c'est rentré. Mais ce n'est pas... Voilà. C'est où? Voilà, maintenant, c'est cette question qui doit être posée. Oui. Et maintenant, est-ce que la distribution de la douane aux stations est faite normalement? Mais justement, c'est Voilà, pourquoi... c'est ça. C'est la vraie question, mais Samba, vous Ah. allez réagir. bon. Le ministre a été, on ne peut plus clair. Ouais, Il bon. dit, il faut faire en sorte que les citoyens ne puissent plus rester longtemps dans les stations. Il a dit ça à qui? Aux responsables de la douane. Et c'est le ministre a dit Oui, qu'il y en a plus qu'avant voilà. cette crise. Ouais. Alors, ce plus qui est venu, Ouais. c'est partout. C'est parti où? Bon, je pense que le plus là, ce qu'il a dit, ça peut être évident. Parce qu'en temps normal, Oui, en temps- asseyez, prenez bonne position et puis voici votre Ah, interlocuteur. Voilà. donc en temps normal et en temps de guerre, ce n'est pas la même chose. Oui. Le gouvernement, nous sommes en guerre. Donc il y a d'abord, je peux comprendre, il peut y avoir la consommation de l'armée. Non. Je peux comprendre Ce ça. n'est pas 1, ça. 2, 2. Non, Non, je veux- attends, non, Ouais. c'est pas ça. Non, c'est Ils pas ont dit qu'il y a plus. Non, c'est pas ça le sujet. Ah, ah. Le ministre ne peut pas savoir qu'on sert là-bas et lui il va dire pourquoi ça ne vient pas. Donc, les questions fondamentales, Ouais. je suis d'accord, mais Ouais. sur le plateau, il faut qu'on soit précis, il ne faut pas dévier le sujet. Je pouvais le dire aussi, le ministre devrait avoir la statistique, c'est le ministre du Commerce, il devrait avoir la statistique parce que lui, c'est le chef des opérateurs économiques. Oui. Il devrait avoir la statistique de ce qui se passe Il avec a, les carburants. mais votre micro. Bien entendu, il a pouvait- dit, et monsieur, j'insiste, Bien, oui. noir sur blanc et de vive voix, Oui. il dit que les citernes qui rentrent sont plus nombreux Avant la crise. qu'en normal et qu'il demande à ce que ça soit partout et que les citoyens ne puissent plus traîner. Puisque, En d'autres termes, Ouais. où sont partis les citernes? ouais, bon, puisque c'est le ministre qui l'a dit, Oui. donc nous allons pas parler de tout ça là, si tout ce qui se passe à la télé peut être bien retenu au tribunal. Donc nous n'allons pas rentrer dans ce chemin-là. Nous essayons de faire notre analyse sur ce que le ministre a dit. Oui, allez-y. Donc l'autre côté là, comme vous m'avez arrêté de ne pas partir, c'est ça. Mon deuxième option, c'était quoi? Oui, Si allez-y. le ministre a dit, je pense que le contrôle strict, là, je pense que c'est le gouvernement qui est en train, d'une manière ou d'une autre, contrôler le carburant. Mhm. Je pense que c'est une situation comme ça. Mhm. Parce qu'on ne sait pas réellement ce qui en est de ça. Je pense qu'ils sont en train de contrôler pour ne pas, pour que les carburants ne tombent pas dans les mains des terroristes. Je peux comprendre comme ça. Pourquoi? Parce que lors des Non, dernières... on n'est pas dans la logique terroriste. On est ici Du au contrôle... niveau... Non, il faut que ça soit clair. Ouais. On est sur un plateau, on est à la douane. Il a dit, ça vient et ça rentre au niveau de la douane. Et que c'est venu au niveau de la douane, mais les stations sont bourrées par la population et il y a certaines stations qui ne sont pas servies. Pas servies. Et pourtant, ce qui est venu est plus que le vrai débat à ce niveau, mais avant de réfléchir, Madame Diarra, voilà un peu où l'idée est quand même. Est-ce que c'est pas un message lancé? Est-ce que c'est pas là? Est-ce que le ministre dit je ne veux plus. Le président dit qu'il ne veut plus. Les plus hautes autorités disent qu'il ne veut plus voir les citoyens rester longtemps et attendre.
Et pourtant, il précise, on est sur un plateau, il faut quand même être clair là-dessus, Oui. que ce qui rentre actuellement est beaucoup plus que ce qui était. Alors, c'est partout. C'est pas une question de... C'est une question quand même qui mérite d'être posée. Voilà. La question est vraiment nécessaire d'une certaine manière. Bon, à mon avis, les ministres auraient dû sortir pour nous donner ses raisons. C'est ça. En fait, Non, au moment où le ministre en fait, Mhm. mentionne le fait qu'il y a eu plus d'approvisionnement qu'avant la pénurie. Donc, si le problème n'est toujours pas résolu, le ministre doit dénoncer un fait et nous donner aussi quel acte lui il a posé, en fait, pour solutionner. Donc, il ne peut pas sortir juste nous donner un état des faits que nous savons déjà, parce que nous ne savons pas, certes, la quantité qui rentre dans le pays, nous n'avons pas cette information de façon nette, mais quand même, nous subissons toujours la pénurie. Oui. Voilà. Donc, à mon avis, si le ministre mentionne le fait qu'il y a toujours... il y a eu plus d'approvisionnement, le ministre doit être en mesure de nous dire la situation bloque à tel niveau, en fait. Parce que malgré tel approvisionnement, on n'a toujours pas pu solutionner la pénurie ou bien enlever le problème de façon définitive. Voilà, parce que moi, je trouve que la situation ça ne s'allège pas. Ouais. Je ne trouve pas qu'elle s'allège. Je trouve même que ça va de mal en pis, en réalité. On peut faire le constat même dans la circulation. Je ne vous l'ai pas caché, pour même accéder, pour pouvoir venir ici, ça a été tout un parcours de combattant pour moi. Oui. Même pour avoir le taxi, c'est un problème, en fait. Tu peux garer ton véhicule, tu n'as pas de carburant, tu prends un taxi. Même pour avoir le taxi, c'est un réel problème, c'est pas facile. Voilà. Donc, on peut dire d'une certaine manière que ça va de mal en pis. Donc, le ministre doit être plus sur le plan de solutionner, en fait, pas de nous informer. On sait déjà ce qui se passe parce que ça ne va pas. Jusque-là, ça ne va pas. Donc, si on se pose la question où se trouvent les citernes malgré les approvisionnements, moi, je vais poser la question à monsieur le ministre, avec tout le respect. Monsieur le ministre, où se trouvent les carburants? Oui, mais juste... En tant que citoyenne malienne, moi aussi, je retourne la question. Votre question, je pose cette question à monsieur le ministre pour en fait savoir où se trouve le manquant, en fait. Parce que si on a été approvisionné à hauteur de souhait, cette pénurie ne doit plus être d'actualité. Oui, mais justement, c'est pertinent avant que je ne relance M. Touré. Le ministre a été clair dans la vidéo que moi j'ai vue, parce qu'il était en face des interlocuteurs. C'est eux, il parle, il ne s'est pas en train de leur donner une information extérieure. Il dit, vous faites tout et faites en sorte que les citoyens ne puissent plus attendre. Il faut faire en sorte que l'approvisionnement soit là. Or, où se garent les citernes? C'est là-bas. Est-ce que c'est un problème technique de dispatching au niveau des stations? Est-ce que c'est un problème peut-être de rétention? Ou qu'est-ce qui se passe? C'est un fait ça, parce que, comme vous l'avez dit, le mal est là. Le constat, c'est que chaque citoyen sait qu'il a quand même passé une journée ou 2 journées au niveau des stations. Quand on sort, on voit les files d'attente, et ça fait aussi mal aux autorités. Oui. Ça ne leur plaît pas que les concitoyens puissent toujours rester là, malgré leurs efforts d'approvisionnement. C'est un peu à ce niveau que ça se situe. Oui. J'ai comme l'impression, je peux me tromper, mais à ce niveau, le ministère est face à la douane. C'est un peu ça. Le vrai débat, c'est à ce niveau. Oui. Oui. C'est là-bas le sujet. Oui, mais les citernes sont garées au niveau de l'ONAP. Oui. ONAP, c'est la douane. Oui. La douane relève toujours du gouvernement. Oui. Donc, comment ça se passe entre ONAP et les stations-service? Oui. Nous avons souvent des connaissances qui ont des stations-service. Oui. Est-ce que vous voyez un peu?
Ça fait 2 jours, j'ai garé la voiture au niveau des stations 2 jours, 2 nuits, parce qu'on nous avait dit que le carburant allait venir, c'est déjà réglé. Et jusque-là, ce n'est pas venu. Mais le propriétaire de la station même ne peut pas nous donner des explications. Mais c'était résolu parce que le jour avant, il distribuait des gasoil. Et nous venons pour le carburant. Les jours suivants, après le gasoil, c'était l'essence. Il a dit que l'essence doit venir. Et la voiture est restée garée là 2 jours, 2 nuits. Il n'y a toujours pas d'essence. Et le monsieur ne peut pas nous donner des explications. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, puisque lui, il est directement face à son argent, c'est sa station, il devrait être à mesure de nous donner des explications. Il y a le blocage au niveau de la douane, au niveau de l'ONAP. C'est pourquoi je voulais dire que ça peut être, puisque nous ne savons pas de quoi s'agit-il réellement, j'ai dit ça peut être la gestion technique du gouvernement, la situation du carburant. C'est pourquoi nous n'avons pas, il y en a plus, parce que d'après les informations, personnellement, je ne suis pas allé dans la cour de l'ONAP. Est-ce que vous voyez un peu? Mais souvent, les gens font passer des informations qu'il y a beaucoup de sternes sont garés là-bas. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, puisque beaucoup de sternes sont garés là-bas, les gens ont leur argent, ils veulent acheter, mais ce n'est pas distribué comme ça. Pourquoi c'est garé? C'est ça la question. On n'a pas dit C'est pourquoi je dis. On dit de déverser dans les stations. Ouais, on avait dit au début, bien entendu que, Baba, je vous reviens, au début de la crise, on avait dit que non, il y avait des stations qui étaient desservies et ces stations, les promoteurs ou les responsables ne voulaient pas servir. Ça a été dit. Et on a accusé beaucoup de personnes. Aujourd'hui, les stations sont prêtes pour dire, pour amener le carburant, nous, on va servir. La population dit, bon, nous, on est résilients, on n'a pas de problème, on va rester. On ne dort pas, mais ça ne nous dérange pas. Parce que le pays est en crise. Donc, on contribue, on fait nos efforts de crise aussi. Oui. Et les citoyens sont gardés et on ne va pas. Qu'est-ce qui se passe? C'est la question qui est là. Mais pratiquement, on sait que l'enchaînement au niveau de la douane et vers les stations, c'est ce qui pose problème. Oui. Et c'est une réalité. Et cette image-là, des rangs, cette image de pénurie dans les pays-là, ça ne profite pas à l'État, ça ne profite pas au peuple. Ça ne profite à personne. Voilà. Maintenant, non, les gens qui ont causé ces blocages-là, c'est comme une victoire pour eux. Qu'ils voient les gens arrêter de ne pas avoir de décence, qu'il y a des rangs là, et que les gens partagent ça sur les réseaux sociaux, que le monde en parle là. C'est ce qu'ils veulent. Et nos dirigeants doivent tout faire pour empêcher cela. C'est une activité de communication pour eux. C'est comme s'ils ont une victoire comme ça. Il faut qu'on se dise la vérité. Hein. Voilà. Il ne faut pas qu'on tourne autour de la boue. Donc, ces problèmes-là, le gouvernement doit en faire une préoccupation. Une priorité, quoi. Oui. Même si tout doit s'arrêter là pour que l'essence puisse continuer à couler à Bamako ou bien dans les autres villes du Mali, il faut que cela soit fait, quoi. Il ne faut pas que nous cédions à ce qu'ils veulent. Donc maintenant, s'il y a un problème d'administration, ou bien il y a un problème de logistique là, oui. donc qu'on suit cela et qu'on règle ça règlement. Parce que c'est eux qui doivent faire cela. Si ce n'est pas eux qui font ça là, un ministre là, est-ce qu'il doit dénoncer? Il doit solutionner, il doit avoir la solution. Ouais. Nous, population, là, nous pouvons dénoncer ça s'est passé, ça ne s'est pas. Parce que nous n'avons pas les moyens pour le résoudre. Mais un ministre, là, le ministre ne dénonce pas. Le ministre sanctionne, le ministre résout. C'est ça. Donc, il faut qu'il trouve la solution. Bon, et pas celui là, tous ceux qui sont impliqués dans cette affaire-là. Donc, il faut qu'il trouve la solution pour que cette situation-là puisse s'amenuiser, puisque ça a trop duré. 1 mois, on est dans 1 mois et quelques jours, plus de 10 jours, plus d'1 mois. Donc, il va falloir qu'on trouve la solution et qu'on quitte dans ça. Et ce n'est pas au-dessus de nos moyens. Lui-même, il dit que la chose rentre. Parce que c'est l'acheminement qui posait problème. Oui. Maintenant, si ça rentre là, la distribution ne doit pas poser problème, s'il n'y a pas autre chose. Maintenant, si on fait des enquêtes et qu'on voit qu'il y a des blocages ou bien il y a des responsabilités qui sont là, maintenant que des sanctions soient prises et qu'on trouve les moyens maintenant pour que la situation vienne dans la normalité. Donc, bien, c'est pourquoi j'ai posé la question. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Parce que c'est comme si on était donc en train de saboter le travail des plus hautes autorités. Parce que le ministre des Affaires étrangères, lors de la conférence qu'il a tenue au niveau de FEBAC ou au cours du forum des armements, il a, face aux journalistes, il dit on a pris toutes les dispositions et ce n'est pas le problème de l'écoulement parce qu'on va renforcer la sécurisation pour que ça vienne. Et effectivement, le ministre du Commerce reconnaît
que c'est venu en grande quantité. Ça veut dire quelque part que les autorités font des efforts. Le fait que ça ne vient pas, est-ce que serait un sabotage ou qu'est-ce qui ne va pas? C'est là, ce côté-là qui est un peu dérangeant. Qu'est-ce qui se passe? Les citoyens souffrent, les autorités amènent le carburant et on ne le voit pas. C'est quand même sérieux, madame. Oui, très sérieux. Je rejoins M. Keita dans la même foulée. Et réellement, nos autorités doivent faire de cette situation un défi. Oui. En fait, c'est un défi à relever, réellement, pour nos autorités et même pour nous, les Maliens, en fait. Parce que tout le monde sait ce qui a causé cette crise à la base. Donc, comme tout bon Malien, personne ne va souhaiter, quelles que soient les divergences d'opinion, que cette situation puisse perdurer d'une certaine façon. Voilà. C'est une question patriotique même, c'est devenu une notion patriotique et ça doit être un défi pour nos autorités, en fait, de trouver les solutions adéquates pour qu'on puisse sortir de cette crise. Bon, si vous posez des solutions, vous voyez qu'il n'y a toujours pas de résultat, ça veut dire que les solutions ne sont pas adaptées au problème. Donc, on ne peut pas se garder à un point stagnant dans la résolution d'un problème. C'est pas ça. Si tu poses des actes, tu vois que les actes n'ont pas d'effet, tu dois poser plus d'actes encore. En fait, pour pouvoir... Parce que tant que le problème n'est pas résolu, tu n'as pas trouvé la solution. Voilà, donc on félicite le gouvernement pour l'effort consenti dans cette directive, mais je solliciterai nos autorités à fournir plus d'efforts. Voilà. Pour une sortie de crise rapide. Voilà. Plus d'efforts. Plus d'efforts. Alors, plus d'efforts, n'est-ce pas? Plus d'efforts, comme Oui. nous l'avons depuis la dernière fois, nous Oui. sollicitons toujours plus d'efforts pour que la situation ça s'améliore. Oui. Sinon, celui qui est censé avoir la réponse aux questions, si lui-même il nous renvoie la question, ce n'est pas facile à nous de répondre à ça. Donc, nous faisons juste des suggestions et c'est qu'il passe sous notre analyse. Nous dirons que s'il a dit comme ça, peut-être que c'est comme ça, peut-être que c'est comme ci, peut-être que c'est comme ça. Donc, alors que le carburant, c'est au niveau des opérateurs économiques, dont le ministre du Commerce est le grand chef, la douane, donc c'est au niveau du ministre des Finances, donc c'est son co-ministre, c'est son collègue ministre, donc ce sont les deux, donc ils doivent avoir les réponses à tout ça. Donc quand le ministre s'exprime comme ça, donc nous devons réfléchir, donc où est le problème? Le carburant est stationné où? Au niveau de la douane. Pourquoi ça ne vient pas? Les opérateurs économiques veulent, les promoteurs de stations en veulent. Donc, j'ai dit, souvent, on peut dire, c'est peut-être une stratégie de gestion gouvernementale. Le tout ne se dit pas. Le ministre peut s'exprimer, mais le tout ne se dit pas dans le fond. Est-ce que vous voyez un peu? On voit les stations. Les gens voient les sternes. On dit 200 sternes. Souvent, les gens même, ils disent que ce n'est pas comme ça. Mais les gens comptent 1, 2, 3, 200, plus de 200 sternes. Jusqu'à 300 sternes. Et le lendemain, il y a 120, 130 encore. Donc, en moins de 2 jours, souvent, nous avons près de 400 sternes. Donc, toujours, il n'y a rien au niveau des carburants. Donc, je pense qu'ils ont leur gestion technique. Tous les trucs qu'on ne partage pas, puisque nous sommes en temps de guerre. Donc, je pense que c'est ce qui bloque. Sinon, on pouvait dire, s'il y a 10 sternes sont là, tout le monde voit les 10 sternes, nous devrons voir minimum 6 sternes dans 6 stations. Donc, c'est ce qui n'est pas fait. Toujours, même les plus petites stations restent fermées. Les grandes stations, souvent, quand ils distribuent 2 jours par semaine, plus, il y en a des stations qui attendent 10 jours, d'autres attendent une autre semaine. Donc, ce qu'elle a dit, mais co-panéliste, c'est bien ça. Depuis la première fois, ce que nous avons dit, ça reste toujours ça. Donc, ils doivent faire beaucoup plus d'efforts. Beaucoup plus d'efforts. Le peuple reste résilient parce que nous sommes obligés de soutenir notre gouvernement, c'est notre pays, et on veut aller de l'avant, on veut sortir de la crise. C'est eux qui sont en train de gérer devant. Donc, nous sommes en train de le suivre. Donc, nous le disons toujours, d'appuyer de l'effort. Parce qu'avant la première fois, le ministre n'avait pas dit ça. Donc, s'il sort et dit et confirme qu'il y a plus de quantité, donc maintenant qu'il y a un problème maintenant dans la distribution, je pense que d'ici le plateau prochain,
je pense que nous aurons voilà, la normalité. Et nous Oui, le souhaitons justement, bien. c'est à ce niveau que j'ai rebondi pour dire que on avait souvent accusé, parce que quand il y a la crise, on dit non, les autorités ne rassurent pas, ils ne parlent pas, ils ne disent rien. Alors, ils sont sortis quand même. Le ministre des Affaires étrangères a dit oui, c'est pas un souci, on sait que la guerre qui nous frappe, et ceux qui sont contre le Mali trouvent tous les moyens pour penser asphyxier le pays, mais les autorités font tout pour ne pas que ça arrive et que les dispositions sont prises pour que les convois arrivent à bon port, évidemment. C'est ce qu'il a dit. Et le ministre du Commerce reconnaît qu'effectivement, c'est fait. Moi, je crois que c'est des langages qui rassurent un peu Baba. Ouais. Oui, Mais le problème du carburant, rien ne les règle ici, ce n'est le carburant, quoi. oui, Tu peux bien parler, tu peux bien communiquer, mais si les gens n'ont pas de carburant, ils vont le sentir, quoi. oui. Donc, on sait qu'ils sont en train de fournir des efforts. Et on sait qu'ils sont à pied d'œuvre. Hein. Mais nous voudrons que nous revenions à la normalité. Et nous savons aussi que revenir à la normalité, là, n'est pas au-dessus de notre État, n'est pas au-dessus de la nation. Maintenant, il s'agit des problèmes organisationnels, donc des problèmes administratifs, qu'il faut régler. Et maintenant, si l'acheminement n'a pas été un problème, moi, je ne vois pas en quoi la distribution va être un problème. Bien. À Voilà. ce niveau, Madame Diarra et Djeneba, voilà, à ce niveau, les autorités ont fait les efforts. Ça est là. Je crois que le problème technique peut être réglé, n'est-ce pas? C'est pas douane maintenant. Oh, si les ministres n'avaient peut-être pas parlé, peut-être ça allait encore traîner. Oui. Mais le fait qu'il l'ait dit, c'est déjà une très bonne chose parce que chacun sait désormais que si moi je traîne, je risque d'endosser la responsabilité. Je risque d'avoir la population qui souffre sur mon dos. Je risque d'avoir les sanctions. Là, est-ce que ce n'est pas une très bonne chose, même si déjà on n'en a pas comme on l'espère, mais le fait de le dire, est-ce que ce n'est pas déjà une bonne chose? Oui, effectivement, c'est une très bonne chose. Mais j'aurais demandé à ce que d'autres actions plus poussées soient posées d'une certaine façon. En fait, dans la gestion de cette crise-là, moi, à mon avis, chacun doit jouer sa partition. Parce que dans cette gestion-là, je ne pense pas que c'est un seul ministre qui est concerné. Voilà, dans le cadre de la gestion de cette crise-là. Donc, si chacun joue sa partition, à mon avis, c'est bien de parler, de donner. C'est comme s'il a donné un ordre. Le ministre a donné un ordre à travers son message. J'aurais souhaité aussi qu'il vienne avec un carnet, c'est une manière de parler, qui a eu à recenser, en fait, le nombre de citernes qui ont acheminé jusqu'à notre niveau, ici au Mali. Donc, et maintenant, avoir aussi, c'est comme si avoir une synthèse de la situation. Il aurait dû apporter cette synthèse avec lui. Il y a tel nombre de citernes qui sont rentrées et il y a au moins tel nombre de stations qui ont été approvisionnées. Bon, s'il y a eu, par exemple, nous sommes ici au nombre de 4. S'il y a 4 stations, chacun d'entre nous était en possession d'une station, vous savez à quelle hauteur votre station a été approvisionnée. Keita connaît la même chose pour sa station, Touré, la même chose. Moi aussi, j'ai l'information sur la quantité d'approvisionnement en carburant de ma station. Donc, connaissant ces 4 informations, c'est faire une synthèse d'une certaine manière. Si le cumul devrait faire, par exemple, c'est un exemple, devrait faire, par exemple, 500 litres au total. Mais nos cumuls ne font que 300. Donc maintenant, le ministre va exiger où se trouvent les 200 litres qui manquent. Donc de lui situer d'une certaine façon sur les 200 litres qui manquent. Ça a été utilisé comment? C'est rentré où? Voilà, d'où votre fameuse question. Ça profite à qui? Oui. Voilà, donc cette question qui revient à ce niveau. Vous l'avez utilisée comment? Vu que vous avez le document officiel,
précisant que votre station a été approvisionnée à hauteur de, par exemple, 50, c'est un exemple, je donne juste un exemple, voilà, en termes de chiffres, voilà. Et lui, il a été approvisionné, par exemple, à hauteur de 100, et ainsi de suite. Bon, le cumul ne vaut toujours pas les 500. Donc, en ce moment, on sait qu'il y a un problème. On sait aussi combien de litres de carburant manquent, en fait. Donc, si on sait qu'il y a le manquement, maintenant, c'est parti où? Donc, à mon avis, ça a été bien de parler de parler de la situation, mais ça aurait été mieux aussi si le ministre aussi tapait d'une certaine façon, une manière de parler entre guillemets, tapait sur la table d'une certaine manière, parce qu'il a mis le doigt sur l'abcès. Donc, déjà, s'il sait où se situe le problème, il ne faut pas seulement leur demander d'exécuter quelque chose, mais il faudrait leur exiger aussi de régler la situation antérieure. Parce que les 500 litres là que j'avais pris comme exemple, les 200 litres qui manquent là, ils doivent d'abord amener cette explication, en fait. Donc, en donnant cette explication-là, il y a des actes qui seront posés, en fait, et des mesures seront mises en place pour contrer d'autres méfaits ou bien d'autres actes de malversation qui peuvent en découler dans le futur. Donc, à mon avis, il faut qu'on arrête d'être passif à ce stade-là. La gestion de cette crise n'est pas censée atteindre des mois. Ça n'aurait même pas dû atteindre un mois, tant qu'on est approvisionné à hauteur de souhait. Et maintenant, mais malgré ça, le problème perdure. Donc, à mon avis, on doit poser des actes concrets. L'heure n'est plus au discours, c'est mon avis. L'heure n'est plus au discours. Nous savons tous ce qui se passe actuellement. Parce que je reviens à ce que Keita avait mentionné, rien ne peut résoudre le problème de carburant si ce n'est le carburant. Voilà. Donc, tant que le problème persiste au niveau de la population, il n'est pas résolu. Donc, on est à un niveau de poser des actes pour, en fait, ceux qui en tirent profit. À mon avis, c'est à nos autres autorités, de trouver ces personnes-là, de les identifier. Et pour pouvoir les identifier, ils doivent poser les mesures adaptées, les mesures appropriées, et ne pas aussi avoir des demi-mesures quant aux sanctions. Parce que moi, j'ai l'impression que dans cette situation, moi, je suis ministre, un exemple, vous êtes ministre. Moi, je gère mon département, mais peut-être que dans la gestion de cette crise-là, je dois collaborer avec votre département ministériel. Donc là, s'il y a un problème là, moi, je ne dois pas être gênée de vous faire part de ce qui bloque. Parce que moi, à mon niveau, c'est de me baser sur l'approvisionnement en carburant de la population. Mais si cet approvisionnement n'est toujours pas établi de façon normale, d'une certaine façon, et donc je vois que il y a un acte qui est posé qui se trouve être un garde-fou dans l'évolution de mes tâches d'une certaine façon. Parce que pour que ça puisse acheminer, votre département aussi doit interférer. Bon, s'il y a cette situation-là, on ne doit pas hésiter de taper sur la table. Il faut qu'on situe les responsabilités, que chacun adosse ses responsabilités et maintenant qu'on donne les solutions appropriées et qu'on les exécute. Qu'on sort dans les messages, dans les communications. C'est vrai, on avait besoin de la communication. Au moment où on en avait besoin, c'est plus aujourd'hui. On avait besoin de la communication les premières semaines. Mais on est à plus d'un mois.
la communication, elle n'est plus nécessaire, à mon avis, hein, parce que tout le monde est informé déjà de ce qui se passe. Tout le monde subit la même chose actuellement. Donc, on n'est plus au niveau de la communication, on est au niveau de poser des actes qui vont pouvoir solutionner le problème. Oui, Baba, solutionner le problème. Il faut le solutionner, c'est ce qui est demandé, c'est de cela que nous parlons toujours. Hein, c'est ça l'objet de notre réflexion. Mais il y a un élément dans cette crise qui est très importante, du moins, c'est la capacité de ce grand peuple d'accepter de souffrir. Baba, est-ce que cette crise n'a pas sorti une leçon, une autre image, une autre façon d'apprécier les réalités? Parce que hier, qui pouvait imaginer que Bamako serait là et que les gens accepteraient de souffrir de cette façon? Mais quand même, les gens ont dit, comme vu la situation du pays, que le pays est en guerre et que le pays est en guerre, nous on accepte. Ça ramène encore l'idée de dire que tout le monde est donc unanime, qu'on doit souffrir ensemble parce que le pays est en guerre. Est-ce que ce n'est pas aussi l'occasion, comme on l'avait dit la dernière fois, d'accepter de réunir tous les fils de ce pays et de faire bloc ensemble face à cette situation? Baba. Parce qu'on dit que dans les familles, hein, c'est les crises qui amènent l'union. Parce que quand il y a une crise, le jour de la réconciliation, on fait tout pour que tout le monde se retrouve et on verse l'eau et toute la famille part ensemble. Et on est dans une crise qui déchire tout le monde, chacun prend sa part, qu'on soit pour ou contre, qu'on soit anti ou pas, mais tout le monde en subit. Est-ce que ce n'est pas l'occasion de dire, est-ce qu'on souffre ensemble, est-ce qu'on ne peut pas se retrouver ensemble? Je crois qu'il y a Genova qui avait dit qu'on est en crise et que chacun doit jouer sa partition. Oui. Et je crois que le peuple malien a joué sa partition à travers la résilience. Oui. Une grande résilience. Mais il faut savoir que le dessein aussi des Maliens, ce n'est pas de souffrir. Mais, comme vous l'avez dit, la crise a fait de telle sorte que les gens quand même se sont résiliés. Donc, on peut l'utiliser pour amener une certaine unité nationale autour de que les gens s'unissent autour de la nation. Mais cela aussi se construit. Et quand on veut faire une union, donc c'est une conception. Donc il y a déjà cette résilience qui a fait que la conscience nationale a été relevée à peu près à un mois comme ça et quelques jours. Donc on peut profiter de cette euphorie-là pour demander aux gens d'aller vers cette union. Mais c'est aux gens de construire l'union. Parce que les premiers plans qu'on avait fait pour l'union étaient plus exclusifs, quoi. Maintenant, comme vous l'avez dit, chacun est citoyen de ces pays-là et chacun veut le bien pour ces pays et chacun est resté résilient et chacun se soutient mutuellement aussi. Donc, je crois que les autorités doivent profiter de cette situation pour essayer quand même de concevoir et quand même une unité nationale et mettre des gens qu'il faut pour qu'on puisse aller de l'avant. Et faire de telle sorte aussi, parce que l'union, on ne le dit pas seulement, hein, et on a fait de telle sorte que certains se sont sentis frustrés. Donc, si on peut se mettre au-dessus de la mêlée, chacun, hein, c'est pas qu'il est intelligent seulement, que chaque Malien se mette au-dessus de la mêlée pour qu'on se donne la main et qu'on fasse face à ce qui nous arrive. Et cela ne peut pas se faire aussi sans que on lance des appels aux Maliens qui sont partis et qui sont en exil, de les faire revenir et quand même de libérer aussi, comme je l'ai toujours dit, de libérer les prisonniers politiques. Et parce que tout le monde est important. Et ce n'est pas parce que quelqu'un n'est pas d'avis avec moi que je vais le considérer comme un ennemi du pays. Peut-être qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde, ou bien peut-être qu'il y a des incompréhensions qui nous séparent, mais cela ne fait pas de ce soutien-là mon ennemi. C'est pourquoi Amadou Ampadiba disait, entre ta vérité et ma vérité, c'est trouve la vérité. Donc, comme vous l'avez si bien dit, on peut bel et bien utiliser cette crise-là pour créer une certaine symbiose, une certaine unité. Et on est condamné même à le faire, hein, entre les Maliens, parce que sans union, rien n'est possible. Quand ça ne va pas dans un pays et qu'il n'y a pas la paix, il n'y a pas et les gens ne s'acceptent pas mutuellement, donc on ne peut construire rien de grand. Donc, cette union quand même est très pertinente et c'est ce qu'il faut
en ces moments-là. Et je crois qu'au-delà de la crise, et nous avons su quand même que chacun est de bonne volonté. Donc, c'est aux autorités maintenant qui ont quand même les leviers en main de créer cette dynamique de réconciliation et d'unité nationale. Oui, on est presque vers la fin de cette édition, mais on va faire le tour par rapport à ce point précis de retrouver l'ensemble des fils et des filles autour de cette nation, car la nation, elle souffre, elle pleure. Il faut que ces enfants se réunissent, s'entendent. Et voilà, tout le monde, je ne parle pas des criminels ni des djihadistes, mais je parle des fils du pays. Est-ce que ce n'est pas le moment de se retrouver, faire taire beaucoup de choses, et puis voilà, toutes les couches composantes, toutes les corporations, toutes les croyances, et puis parler ensemble pour sauver la nation. Est-ce que ce ne serait pas une bonne idée? Oui, c'est bien entendu, c'est une bonne idée. Déjà, le peuple le vit. Quand on parle de résilience et de rassemblement de la majorité, de la grande partie de la population derrière le gouvernement, c'est que déjà, il y a cette action de solidarité. Puisqu'on a vu les premières semaines, il y avait cette action de solidarité déjà entre ceux qui sont en circulation. Voilà un peu. Donc, toujours, il y a cette action de solidarité. Comme bien entendu ce que Baba a dit, on doit essayer de l'élargir maintenant. Parce que puisque c'est la majorité ou bien c'est la grande partie qui est rassemblée derrière le gouvernement, mais ne doit pas négliger également ceux qui sont mis de côté. Donc, ça doit faire l'occasion, puisque si on s'y rassemble, ça fait plus. Et plus nous avons ensemble, nous avons beaucoup plus de force. Donc, je pense que le gouvernement aussi doit faire un peu plus de résilience de leur côté aussi. Bien entendu, quand quelqu'un n'est pas avec moi, souvent, dans la majorité des cas, la personne est contre moi, mais souvent, ce sont des défendants de leur propre d'opinion et de la liberté d'opinion que eux-mêmes et la Constitution leur garantissent. Est-ce que vous voyez un peu? Je pense que la population fait sa part de résilience. Eux également, étant les dirigeants, doivent faire également leur part de résilience. Essayer maintenant d'appeler ceux qui sont partis, oui, d'abord. Ensuite, de pardonner à ceux qui sont souvent dans les prisons et consorts, ceux qui sont détenus. Essayer de rappeler maintenant ceux qui s'étaient mis de l'écart. Parce que ça nous renforce davantage, même contre ceux avec qui nous sommes en train de nous battre. Parce que puisque si nous donnons chance à chacun de s'écarter, s'il reste là-bas, peut-être que la personne peut trouver l'occasion de s'arranger aux côtés de l'ennemi. Donc, pour pouvoir éviter tout ça, là, eux aussi, à eux, nous avons fait notre part de résilience, à eux aussi de faire également leur part de résilience. Donc, pour essayer maintenant de rassembler l'ensemble de la population, voilà, sur une seule base. Voilà, donc je pense qu'ils doivent aller vers ça. C'est bon, c'est pas que c'est essentiel, mais c'est presque indispensable. C'est presque indispensable parce que c'est l'effort de la masse qui tient tout le gouvernement et qui peut faire face à tout. Donc voilà un peu qu'ils fassent eux aussi, le gouvernement, leur part de résilience, qu'ils essaient d'appeler tout le monde, de rassembler tout le monde. Voilà, et essayer d'écouter également, de les écouter les uns les autres, pas de les écouter aussi, d'essayer de travailler avec les différentes propositions. Parce que souvent, la sincérité en soi n'est pas une garantie de la vérité. Tu peux être sincère, tu peux penser que tu es en train de bien faire les choses sincèrement, mais souvent, ce n'est pas la bonne manière. Voilà, donc c'est en s'écoutant souvent, les contraires s'attirent souvent en s'écoutant l'opposition. Donc, bien entendu que ce n'est pas du même camp que nous. Nous ne sommes pas souvent d'accord avec son chemin, mais quand même, nous pouvons partager des idées géniales maintenant avec l'opposition. Donc, voilà un peu. Merci pour cette brillante lecture sur ce point qui intéresse la nécessité de retrouver tout le monde. Et sur ce point, Madame Djeneba Diarra, j'aimerais bien vous attendre sur ce point. Merci. Je dirais que la réconciliation est primordiale au stade où nous sommes. Mais elle est difficile. Il faut l'avouer, elle est vraiment difficile parce que y a une mentalité courante qui a été nourrie par beaucoup. On n'arrive pas à dissocier
la divergence d'opinion et le patriotisme. Ce n'est pas parce que je ne suis pas d'accord avec certaines gestions de nos autorités que je n'aime pas mon pays ou bien je ne les aime pas tout court. Voilà. On est contre un système, une manière de faire, mais pas contre la personne. Mais à l'allure où vont les choses, en fait, le Malien est en majorité un peu dans l'émotion. Donc, c'est comme si on demandait, par exemple, à deux, c'est un exemple, on demande à deux coépouses de faire la paix, sachant bien qu'elles vont rester mariées toujours au même monsieur qui se trouve le problème, en fait. Le problème existe parce qu'elles sont mariées toujours au même homme. Donc, pour pouvoir résoudre certaines situations, il faut poser pas des actes juste pour plaire ou bien des actes juste pour le dire. Mais il faut poser des actes, des actions qui vont mener à des résultats profonds, en fait. Parce que là où nous sommes, nous devons penser le cœur du Malien. C'est pas juste dire je dois faire la paix avec Keïta, je dois faire la paix avec Touré, mais penser les cœurs. Bon, pour accéder au cœur, je pense que chacun doit dire ce qu'il n'apprécie pas. En fait, autour d'une table, qu'on donne l'opportunité aux autres de s'exprimer. Voilà. Parce que même si on se réconcilie au stade où nous nous trouvons, ça sera encore la même situation juste le lendemain. Parce que tant qu'on n'a pas solutionné le mal à la racine, le mal va perdurer. Donc, on doit chercher à solutionner le mal à la racine, que les uns et les autres comprennent, que certains de nos frères puissent se mettre en tête que ce n'est pas parce que moi, je suis, par exemple, d'un avis contraire avec le système que je n'aime pas mon pays, que ça signifie que je n'aime pas mon pays ou ça signifie que je n'aime pas la personne même de nos hautes autorités. Voilà, qu'on arrive tout d'abord à dissocier ces deux situations. Et pour ça aussi, je pense que la balle est dans les deux camps, dans les camps de tout le monde, de tous les Maliens, d'une certaine manière. Parce que la divergence d'opinion se transforme en haine personnelle maintenant. Ça se transforme en haine personnelle, on le voit sur les réseaux sociaux, on le voit dans nos communs, même nos collaborations professionnelles, on le sent. Parce que même dans la famille, on le sent, en fait. Donc, ce n'est plus des divers. Avant, on pouvait discuter de père à fils ou de père à fille, c'est-à-dire d'une situation politique. C'est pas parce que ton papa ou ta maman fait partie d'un parti, par exemple, précis, que toi, tu dois aller dans ce sens. Et on avait cette facilité à échanger malgré nos opinions, nos différences d'opinion. Voilà, même aujourd'hui, là où nous sommes, c'est très difficile. C'est très difficile si tu n'es pas avec ce que tu es contre. On n'est pas forcément contre la personne, on peut être contre la manière. Donc moi, à mon avis, il faut inculquer une certaine manière de réflexion parce que ce qui a implanté ces graines-là, on le sait. Comment ces graines-là, c'est pas venu du jour au lendemain. Hein. Ce sont des personnes qui ont quand même sémé voilà, la graine de la division. Donc, ces mêmes personnes qui ont eu à s'aimer ces graines de la division sont ces mêmes personnes qui doivent poser les actes qu'il faut pour pouvoir solutionner d'une certaine manière. Voilà. Parce que tant que c'est pas solutionné, moi, j'ai beau le vouloir, vous avez beau vouloir la réconciliation, elle sera juste de façon verbale.
mais dans nos cœurs, lesquels on ne va plus se sentir dedans, au fond de nous, d'une certaine manière. Voilà. Donc, la réconciliation, elle est plus que nécessaire dans la situation où nous nous trouvons, mais tant que nous n'arrivons pas à trouver les actions adaptées pour pouvoir l'appliquer, je pense que ça ne va pas servir à grand-chose. Bien, ça ne va pas servir à grand-chose. C'est donc sur ces mots que nous allons mettre fin à cette édition qui a donc réuni ici des panélistes qui brillamment se sont exprimés, qui ont exposé. Et comme vous le connaissez déjà, Baba Boubacar Keïta a été là et Samba Touré également. Et aujourd'hui, on a eu la présence féminine, hein, parce que ça, c'est très important aussi, hein, parce que toujours un plateau débordé des hommes, c'est pas toujours intéressant. Et voilà, aujourd'hui, quand même, on a associé, et l'esprit est associé de donner la parole à tout le monde est né avec sa présence. Je vous dis donc merci, mais Baba, merci d'être venu. Merci quand même de nous avoir donné la parole. Et nous serons toujours prêts à répondre à votre invitation. Merci beaucoup. Merci, Baba. Et merci, mon frère et ami, l'artiste. On parlera un jour d'aspect purement culturel, hein? Comment vous fabriquez, comment vous faites les choses, des colliers, comment vous convaincez, vous partez, vous séduisez, tout ce qui est tourisme et artisanat. Et vous êtes dans ce domaine-là désormais. Alors, on en parlera, mais maintenant que vous êtes avec nous pour parler actualité, c'est de mon devoir de vous dire merci. Merci à vous également, M. Monoko. Merci à tous nos téléspectateurs, nos co-panélistes. Merci beaucoup. Voilà, donc African TV est déjà notre maison et son partenaire Gani TV, c'est déjà la maison. Nous serons toujours présents au rendez-vous. Merci. Et grand honneur à notre grande dame qui a bien voulu être avec nous. Et merci pour votre brillante contribution. Merci pour la pertinence de vos idées. Et nous espérons toujours vous recevoir ici. Alors, merci d'être venu. Merci à vous, chers estimés frères. Voilà. Je profite aussi de l'occasion. J'aurais dû le faire depuis le début. Vous adresser mes vives félicitations pour votre reconduction au poste de directeur. Oui. Et aussi vous remercier pour l'initiative et l'honneur de m'inviter aujourd'hui autour de cette table. Ça a été une première et Inch'Allah, ça ne sera pas une dernière fois. On sera toujours disposé à vous recevoir et toujours ça va agrémenter, alimenter, enrichir notre émission. Votre présence a aujourd'hui mis l'éclat. Il n'y avait pas de lumière, mais depuis que vous êtes venu, la salle est tout à fait éclairée et merci d'être là. C'est ça, il faut accepter que les femmes soient là. Et on encourage toutes les femmes et par votre canal, on va donc saluer toutes les femmes battantes qui sont aussi stationnées dans les stations avec leurs agents, d'autres dans les voitures, d'autres certaines avec les motos, Jakarta, d'autres en pouce, mais aussi il faut reconnaître avant que je ne mette fin à cette édition, c'est très important que j'ai vu des hommes, quand ils voient certains qui poussent et s'arrêtent, ils enlèvent un peu de carburant sur eux, ils servent. Donc il y a l'esprit de solidarité qu'il faut. Et c'est l'occasion ici pour moi de saluer tout le peuple du Mali et tous les Maliens, les femmes et tous qui ont accepté d'accompagner cette nation qui traverse ces moments les plus difficiles. Chacun sait que ça fait mal, mais chacun accepte. Et chaque Malien accepter de souffrir. Et c'est en cela que, à travers cette émission, les panélistes ont souhaité que les autorités puissent encore davantage faire fort pour que des solutions soient trouvées et mettre fin. Et également, faire en sorte que le carburant qui est venu et qui est entré au Mali, à Bamako, puisse être vraiment bien dispatché et qu'il n'y ait pas de rétention pour aussi mettre fin à la souffrance de la population qui a déjà prouvé sa résilience. Sur ce, merci de nous avoir accepté, d'avoir accepté de nous suivre et nous serons toujours à votre compagnie. Merci et à bientôt.